J'ai accompagné plus de 20 000 clients, encaissé plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai publié des milliers de vidéos, fait des programmes. J'en ai par tous les trous. Évidemment que je travaille beaucoup plus que 99% des Français, c'est évident. À 40 piges, 50 piges, tu peux pas liker un post sur LinkedIn parce que t'as peur que ta RH te dise un truc lors de ta pause café. Mais c'est quoi ce délire? Les enfants à l'école, ils sont avec d'autres enfants. Moi, ils découvrent l'école. Ceux qui ont du succès, entre guillemets, à l'école, ils sont connus, qui font des trucs bien, qui font des conneries. En fait, c'est les losers de demain. Et donc, en fait, pour nos enfants, qui sont des enfants normaux, c'est dur de pas être inclus dans ces groupes-là, qui sont les groupes faits dans la lumière. Et eux, ils aimeraient y être, mais ils n'y arrivent pas parce que c'est pas des fils de péripatéticiennes comme eux. Les pauvres, ils sont bloqués. Ils savent pas encore que demain, ces gens-là, c'est personne, quoi. Nos formations sont bonnes. Elles sont bonnes, pourquoi ? Parce que ça fait 10 ans qu'on est là et toi ça fait 15 ans. Évidemment qu'elles sont bonnes. Si nos formations étaient de la merde, on aurait déjà disparu. Bon Alex, nouvel épisode de podcast. Oui Fabien. Alors on vient d'en tourner un pendant 1h20. Oui. Qu'on a décidé de ne pas publier. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Parce que c'était de la merde. C'est de la merde, je suis frustré, je me sens pas bien. Ça me saoule. Ça me saoule. On avait prévu un podcast un peu complotiste. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte que même si on parle sans filtre, on peut pas tout dire. Non, on peut pas tout dire. Je défais ma petite paille. Défais la petite paille. Je suis agacé, Fabien. Oui, je te vois là. Très agacé. Je te vois. J'ai travaillé hier sur les questions de cet épisode. On s'est dit, on va faire un épisode parce que celui sur OnlyFans, il a bien marché, on ouvre bien notre gueule. Ouais. Bon, allez, on va aller sur d'autres sujets qui fâchent. Donc, on s'est dit, quels sont les sujets qui fâchent? Il y a une nouvelle loi qui est passée en France sur la liberté d'expression. Il y a Didier Raoult, il y a Booba, il y a Thierry Casasnovas. Ça va faire un super épisode. Et en fait, plus on avançait, plus c'est vraiment de la merde. Ouais. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est de la discussion de comptoir. Ouais. Et puis, un autre truc, c'est qu'on peut pas tout dire. En fait, on s'est rendu compte que nos épisodes de Daron du Biz marchent bien quand on peut vraiment ouvrir notre bouche jusqu'au bout. Oui. Et à chaque fois que je voulais rebondir sur un truc, j'étais frustré de me dire, mais non, en fait, parce que en fait, je pense radicalement autre chose. Ouais. Mais si je le dis, je vais passer pour un gros beauf ou un gros complotiste ou autre, et je peux pas ouvrir ma bouche là-dessus. Et puis, en fait, on va devenir des caricatures de ce qu'on veut pas devenir, tu vois. Genre, on va parler des trucs un peu chauds et on va dire, non, c'est pas ce que je veux faire. C'est ça, parce qu'en fait, on peut partager quand même notre stratégie avec Daron du Biz. Notre objectif, c'est de parler de sujets d'entrepreneurs, liberté, parents, mais sur des trucs que les gens n'osent pas dire. Oui. Parce que nous, on aime bien dire ce qu'on a à dire. Évidemment, on ne peut pas tout dire. De toute façon, c'est mieux pour tout le monde de ne pas pouvoir tout dire. Oui, bien sûr. On doit aussi jongler avec le fait que même si on pense des choses, on ne peut pas les dire parce qu'on peut se faire bannir complètement. Moi, j'ai mon podcast No Filter tout seul. C'est moi qui gère les mises en ligne. Donc, j'ai celui d'Amélie, mon épouse, qui est là depuis 2 ans. Il y a le mien et il y a Daron du Biz. Celui qui fait le plus d'écoute, c'est le mien, No Filter. Et pourtant, il n'apparaît plus dans le top 200 Business France. Top, je dis bien 200. Comparé à ce que je vois et des connaissances, je devrais être dans le top 30, normalement. Si je suis dans le top 30, les gens peuvent me découvrir. Donc, ce que je dis, en fait, c'est vraiment parfois trop sans filtre, parce que je marche avec mon micro. C'est-à-dire que j'ai pas de caméra, donc j'ai pas besoin de mettre une veste, j'ai pas besoin de me coiffer, j'ai pas besoin de mettre un petit peu de crème sur mon visage pour avoir un joli teint à la lumière. Et je me lâche, et ça plaît pas. Ça plaît pas, je pense que les algos n'aiment pas, donc je suis déclassé. Et donc, en fait, je me retrouve à faire un podcast que plus personne va écouter. T'es tout seul. En fait, je suis tout seul. Donc, si on veut que Daron du Biz, si on veut faire passer un message, on doit faire attention. Oui. Et dans le précédent, on n'a pas fait attention. Enfin, on a trop fait attention, mais on a parlé d'un sujet qui, au final... oui, celui qu'on publiera jamais, là, celui-là. Non, mais ça m'a saoulé. Donc, du coup, j'ai envie de te poser une question qui nous a été posée hier. Oui. Répondre à un commentaire. Qui est... Attends, je le retrouve. Je suis pas au courant. Hein. T'es pas au courant ? Non. Si, t'es au courant. Ah bon ? Tu es au courant. Où est-il ? D'ailleurs, laissez-nous un petit commentaire sympa, une petite note positive sur vos podcasts, sur vos plateformes de podcasts préférées, parce que nous, ça nous fait toujours du bien et ça nous rend visible. Et en plus, pour rebondir sur ce que tu disais, Fabien, tout à l'heure, moi qui suis pas un grand amateur de podcast depuis qu'on a lancé Daron du Biz, où je cherche un peu, je regarde ce qui se passe, etc. Et je suis allé donc sur la page d'accueil des podcasts de Apple France. Tiens, je vais y aller. Et j'étais subjugué, pour ne pas dire
étonné, époustouflé, estomaqué de la ligne directrice globale de ce qu'on retrouve dans le top podcast. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un copier-coller de ce qu'on voit déjà dans les médias mainstream, en fait. Oui. Avec la bonne façon de penser, le bon truc féministe, le bon truc progressiste, le bon truc woke, capitaliste mais woke quand même. Enfin, voilà, ça m'a fatigué. J'ai vu la page d'accueil, j'étais fatigué. Bah, un peu comme maintenant là. Numéro 1, légende de Guillaume Play, qui sont c'est une sorte de divertissement, des trucs. Il a interviewé Didier Raoult, lui, justement. Ah ouais? Ouais, il a fait un gros épisode là-dessus. Okay, avec Didier. Il le tutoie. Alors Didier, ça va? Tu vas bien? Ah ouais, depuis le carrément. temps? Ouais. Bon, c'est, on va dire, c'est la nouvelle dissidence, quoi. C'est la dissidence. C'est un peu le Mediapart des podcasts. Oui. Tu vois, c'est. Bon. Alors, ça mérite d'exister au moins. Parce que lui, il est blacklisté, Didier. Ah bah il oui, est évidemment. persona non grata. Oui. Donc, effectivement. Mais je pense qu'ils ont dû bien monter, bien lisser pour que ce soit écoutable et audible par tous. Évidemment. Le deuxième, comme il me fait plaisir. Non. Secret d'histoire. Secret d'histoire. Avec, comment il s'appelle déjà Stéphane Bern. Oui. Stéphane Bern. Donc, bon, c'est sympa. Bah, bien sûr, c'est bien d'avoir un comme ça. Troisième, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Alors, petite info pour ceux qui ne savent. Anecdote rigolote. J'ai été invité dans l'émission des grosses têtes par Philippe Bouvard et j'étais même invité d'honneur en 2011 ou 2012. Donc t'es arrivé comme invité d'honneur. Pendant 1h30. En fait, tu étais J'étais l'invité principal des grosses têtes. En fait, ils avaient invité une star. Et c'était moi. Et c'était toi la Je te star. jure que c'est moi. C'est vrai. Le saviez-vous. Et pour ceux qui disent c'est du mytho, c'est des entrepreneurs d'internet, etc., je vous invite à faire vos propres recherches. J'avais sorti un livre à l'époque puisque ça c'est, allez, multiples anecdotes. Là, je me fais mousser un petit peu. Je suis énervé. Donc maintenant, je vais sortir mes meilleurs dossiers. Je suis aussi, il fut un temps, le plus jeune auteur publié des éditions Le Duc, qui est devenu Alizio, une des principales maisons d'édition de développement personnel et de business en France. Ça s'appelait Édition Le Duc S. J'ai sorti un livre qui s'appelle Le Kit de l'homme séduisant, réédité car il a eu du succès en L'homme séduisant, qui était presque un best-seller, je crois, parce que 10 000 ventes à peu près. 10 000 ventes? À peu près, ouais. Ah ouais. Et à l'époque, il est toujours disponible sur Amazon. Donc allez voir. Ouais. Donc tu touches des royalties Toujours, ouais. Alors pas grand chose, mais je crois que j'ai touché 50 balles l'année dernière. 50 balles. C'est quand même du vrai revenu passif pour le coup. T'as touché 50 €. Ouais, mais surtout j'ai touché des milliers d'euros avec ce livre. Oui. Donc c'est-à-dire qu'il y a une centaine de personnes qui l'ont acheté l'année dernière. Ouais, c'est ça encore. Ok. Et donc à l'époque j'avais pas mal de médias, j'étais très présent dans les médias. D'ailleurs, c'est marrant, je me suis posé la question hier, pourquoi est-ce que j'avais autant de présence dans les médias et aujourd'hui beaucoup moins? Parce qu'en fait, à l'époque, je sentais que j'avais besoin de prouver quelque chose et je voulais être au cœur, au centre de l'attention. Donc, la meilleure façon de le faire à l'époque, c'était d'être dans les médias, puisque les réseaux sociaux n'existaient pas encore ou pas vraiment et n'avaient pas l'importance d'aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était la grande bataille. Une bataille que j'ai gagnée, puisque j'ai eu plus de 100 parutions dans les médias dans 4 pays différents. Et si je dis c'est pas pour me mousser, c'est juste pour vous dire que c'est vrai. Et que ça comblait un besoin aussi pour moi d'être validé et d'être existé. Et donc, on enchaînait les revues dans les médias jusqu'au jour où j'ai été effectivement invité par Philippe Bouvard, lui-même personnellement, avec qui j'ai parlé. Il y avait aussi Las Palais, Chevalier Las Palais, je confonds, il y a toujours un des deux, bref. Je passais du temps avec eux. Et on a discuté et tout. Et pour moi, c'était un moment assez magique. Ouais. Alors, pour deux raisons. Déjà, parce que j'avais une coupe de cheveux qui était complètement lunaire. On remettra la photo avec Philippe, vous allez voir, elle est marrante. Tu avais encore des cheveux. Ah mais j'avais une touffe. Mais c'était une perruque. Ah mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et donc j'avais immortalisé la photo, on la remettra avec Philippe Bouvard. J'avais passé un bon moment. Mais il y avait quand même un fossé générationnel, parce que je comprenais pas toutes leurs blagues, etc. Oui, c'était marrant. C'est les grosses têtes, quoi. Oui, les grosses têtes. Ouais. Donc j'en garde quand même un très bon souvenir. Et je pense que c'est une émission qui est quand même assez légendaire. Et avec Laurent Ruquier, je suis pas convaincu. Non. C'était plus graveleux à l'époque. Bah oui, évidemment. Mais t'aurais pu finir chez TPMP avec Hanouna? Bah complètement. Ouais. D'ailleurs, je connais aussi Cyril Hanouna. Lui, il s'en souvient plus, mais moi, j'en souviens. Ah ouais? Bah, ça se trouve, il se souvient de toi. Peut-être, si on se recroiserait. On avait un projet d'émission, pareil, qui était lié au coaching séduction à l'époque, puisque c'est ce que je faisais. Conseil en image, coaching séduction, et donc je l'ai rencontré 2-3 fois, je crois, avec la fille de Jean-Pierre Foucault, qui est aussi une directrice, ils étaient associés avant. Ok.
Dans l'idée de faire une émission. Ouais, ensemble, ouais, tout à fait, sur ça. Et on s'est rencontrés 1 ou 2 fois, et puis, mais il est comme à la télé. Alors, je sais pas, je regarde pas la télé, mais c'est genre, mes petites chéries, comment ça va, on se fait la bise, on se tourne, on est les meilleurs amis du monde très rapidement, etc. Ah Et ouais. je me suis dit, putain, lui, il est très fort. Lui, il est très très fort. Il t'a mis bien. Et il m'a mis très bien. Ouais. Et je regarde quoi, un souvenir très positif. C'était marrant. Bon, ça n'a pas eu lieu comme tout. La télé, c'est comme les boîtes de nuit. Ouais. Tu vois, tout ce qui se dit la nuit ne voit jamais le jour. Ouais. C'est pareil en télé, tu vois. Et puis en plus, en télé, comme il y a beaucoup d'argent qui est en jeu, tu peux être sûr que les traîtrises, les copineries, t'es mon meilleur ami, demain je te crache à la gueule et je te pique ton contrat, ça c'est légion. Et toutes les personnes avec qui j'ai travaillé à la télé, puisque j'ai quand même fait beaucoup d'émissions et de parutions, tu vois, il y avait sur Énergie 12, et j'ai fait 2 ou 3 tellement vrais, c'est le format à l'époque avec Delormeau, je crois, qui était aussi chroniqueur chez Hanouna. J'avais fait des conneries. Et en fait, t'as fait 2-3 tellement vrais là. J'en ai fait 2-3 tellement vrais, ouais. Donc, c'était pour. C'est tellement vrai que c'est tellement faux. Ouais. Tout est écrit, tout est scripté, c'est une honte. Ah ouais. Et là aussi, ça m'a beaucoup aidé. Donc c'était marrant d'avoir joué le jeu, etc. Et c'est vraiment un milieu de, je sais pas si je dis le mot, on va pas le dire, de péripatéticienne. Ok. Et ça compte double Scrabble. C'est vraiment un milieu odieux. Donc, quand ils font une émission, ils scriptent d'abord les grandes lignes, ou ils savent ce qu'ils veulent faire à tel moment. Bon, il y a des scènes qui viennent chercher. C'est-à-dire que par contre, les gens qui participent au Tellement Vrai, moi j'avais des clients que je coachais. Alors, ils faisaient soit un appel à casting, soit ils me demandaient mes propres clients et je les mettais en relation. Mais souvent, les clients que j'avais, mes vrais clients, ne correspondaient pas à leurs attentes parce qu'ils avaient besoin de gens beaucoup plus cassos. Ouais. Sauf que mes clients n'étaient pas aussi cassos que ça. C'est simplement des hommes qui avaient besoin de reprendre confiance en eux. C'est des jeux tout à fait respectables. C'était pas des demeurés. Eux avaient besoin de vrais demeurés pour que ça raconte une belle histoire avec un coach parisien avec une moumoute à la place des cheveux, invité d'honneur chez les grosses têtes, coach un cassos. D'ailleurs, j'ai coaché un mec à l'époque de L'amour est dans le prix, un des premiers, un des plus connus. Ah ouais. Là aussi, tu sais, en fait, il se profile. Je sais plus, il faudra qu'on regarde le replay, mais c'est un mec, un des premiers dans L'amour est dans le prix, un fermier là. Ouais. Et lui aussi, il avait eu, je crois qu'après il était revenu dans l'émission, etc. Et donc il me l'avait mis en coaching dans une émission aussi. Si je retrouve les photos, je les mettrai. C'est les plus, ceux qui regardaient les émissions les plus anciens reconnaîtront sûrement le mec. Très sympa. Ouais. Et c'est un milieu extrêmement fake. C'est totalement pipoté, totalement. Et en fait, les gens qui travaillent là-dedans, ils sont tellement hypnotisés par leurs conneries, tu vois, qu'ils voient même pas le mal à ça. Ouais. Et donc, t'arrives au brief. Et moi, j'avais une petite technique spéciale pour me protéger, c'est que je signais jamais l'accord de droit à l'image en début de tournage. Je le faisais toujours à la fin. Ouais. Parce que ils te font signer un papier comme quoi tu donnes ton image et peu importe ce qu'ils en font, tu vois, s'ils font n'importe quoi au montage et qu'ils te font passer pour un dangereux complotiste, bon à l'époque ça n'existait pas, mais ils déforment tes propos, tu peux rien faire, t'as signé le papier. Donc moi, dès qu'ils arrivaient, la première chose qu'ils font, ils t'offrent un café et après ils te font signer. Et je leur dis, ah non, mais ça, on verra à la fin. Et généralement, ils tirent toujours une gueule de 3 mètres. Bah non, ils ont déplacé ils ont fait, tu sais, c'est un tournage. Ouais. Donc, ils se sont organisés, ils ont fait venir les équipes, ils ont parfois même loué du matos et tout. Ils peuvent pas revenir en arrière. Donc, je les prends direct en otage. Donc, en gros, ce que j'envoyais comme signal, c'était, me prenez pas pour un con. Je vais faire tout ce qu'il faut faire pour qu'on fasse une belle émission. Essayez pas de me niquer, sinon je vous signerai pas le papier. Ouais. Et donc, généralement, je les tenais un peu par les couilles à la fin et c'est toujours très favorable. Et je signe à la fin une fois que j'avais vu la première version. Ouais, c'est ouf, hein. Nous, on n'avait pas eu ça, mais maintenant je commence à les connaître. Il y en a une qui nous a, en décembre, pour faire un reportage télé chez nous, sur une émission connue en plus, je crois, sur M6. Et au début, elle voulait faire un truc sur les influenceurs. Donc, du coup, elle comprend pas, infopreneur et tout. Et je me dis, ça peut être une bonne visibilité pour nous. C'était il y a pas longtemps, ça, non? C'était en décembre. D'ailleurs, c'était quand on était en Turquie. Et on négocie avec elle et tout, et on commence un peu limite à s'organiser. Tu vois, on est rentré à la maison pour pouvoir faire le tournage et tout. Et Amélie, à un moment, elle me dit, ah, je sais pas si on va le faire, ça va être relou et tout, c'est pendant les vacances et tout. Je fais, non mais, tu leur dis oui, jusqu'au bout. Et au dernier moment, on décidera si oui ou non on le fait. Tu vois. Et même si le mec, il est avec sa caméra à l'entrée de chez moi, je n'ai aucune pitié avec ces journalistes. Si au final d'un moment je fais non, j'ai plus envie, je dirais que j'ai pas envie. Et donc c'est ce qui s'est passé. Ils sont venus? Non, ils sont pas venus, c'est eux. Après nous avoir fait chier pour leur envoyer des trucs et tout, pour les convaincre de faire l'émission, pour la production, elle a dit non, au final il laisse tomber, on verra ça plus tard. Alors,
Tu te dis, mais tu t'es foutu de ma gueule, là. Tu m'as demandé plein de trucs, j'ai pris du temps et tout. Donc, faut bien se dire que ces gens n'en ont rien à faire. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir de peine à être un salaud avec ces personnes-là. C'est parce qu'en fait, ils vous respectent pas. Ouais. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est mettre leur petit personnage là, que ça corresponde au script pour sortir une bonne merde bien produite et que ça clique, que ça soit vu, que ce soit partagé, etc. Et donc effectivement, il faut pas hésiter à se protéger. Et moi, je me souviens une fois, on m'avait fait même passer des castings à Paris et tout, d'un mec qui m'avait appelé plein de fois, Alex, t'es mon meilleur pote, bisous mon chéri, machin et tout. Il m'avait pris une quantité de temps et d'énergie pour à la fin être sorti comme une merde du truc. Ça avait pas vu le jour. Je suis à un moment donné, je suis non mais faut arrêter, tu vois. Ouais. Genre c'est bon, tu vois. J'avais vraiment envoyé chier, quoi. Enfin, le mec qui m'avait harcelé et tout, ouais, tu peux pas nous parler comme ça, machin. Mais vous vous rendez pas compte à quel point vous ne respectez pas les gens. Ouais. Vous avez même pas de respect pour vous-même. Parce que si vous aviez du respect pour vous-même, vous ne feriez pas ce métier de psychopathe. Ouais. C'est un métier de psychopathe. Il faut littéralement se couper de ses propres émotions pour réussir à filmer les gens, à les mettre dans une situation où ils sont ridicules. Ouais. Ils sont ridicules, ils sont montrés du doigt, on les prend vraiment pour des merdes. Ouais. Et après ils sont tous sous-payés, tous ces journalistes. En plus, voilà. De toute façon, on sait une journaliste, c'est soit t'es au chômage, soit t'es une péripatéticienne. Ouais. On connaît ça. Ouais. Et ben eux, ils sont tous dans la catégorie 2. Ouais. Et après, ils demandent des jobs, des métiers, tout. D'ailleurs, ça me rappelle un truc. J'ai fait une école de production. En fait, j'ai fait l'EFAP, qui est une école d'attaché de presse, et ensuite j'ai fait une année de production audiovisuelle parce que je voulais absolument lancer mon émission, donc je voulais aller dans les coulisses et me faire un Tu voulais lancer réseau. ton émission. Ouais. Tu veux une émission télé. Bah oui, avec Ah ouais c'est ce qu'avec il y avait eu Cyril Hanouna, ça s'est pas fait. Il y avait Ouais. un autre mec qui avait justement qui était producteur chez Tellement Vrai. Alors lui, c'était vraiment le cliché. Du gros fils de péripatéticienne. Il y avait la totale, tu sais, il te recevait dans son bureau avec ses grosses baskets, avec les semelles rouges, là. Comment ça s'appelle, ça? Les talons, Oui, c'est connu, ça. Une Ouais. marque de luxe. Ouais, c'est ça, une marque de luxe. Ouais. Mais il a fait des baskets, il était là, c'est des baskets à 2000 balles avec son chewing-gum. Ah, salut les gars. Ah, comment ça va? On se le fait, ce petite émission là, ça va être vachement bien. Attends, c'est pas le gros connu, là? Non, c'est un mec, c'est un blond, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. J'ai son nom, mais je vais pas le balancer, son blaze, Ouais. hors de problème. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, en fait, au final? Ouais. Qu'est-ce que je fous là? Et j'avais fait j'avais fait des études de production pour essayer de le faire, et je me souviens à l'époque, et là, on va boucler la boucle, ça va me faire vraiment plaisir. À l'époque, j'enchaîne sur un an de société d'études de production. Et tout le monde se foutait de ma gueule, mes collègues de cours, parce qu'en fait j'étais déjà présent sur internet, les gens rigolaient, machin, t'as vu, il fait coaching, machin, tu sais, ils me prenaient tous pour un Google, sauf que moi j'étais déjà dans la vie active, c'est-à-dire que non seulement j'avais déjà un livre publié, je gagnais déjà de l'argent avec mon business qui s'appelait Lifestyle Conseil, plus de 6 chiffres, et en fait j'avais l'humilité, après d'avoir été diplômé, d'avoir ma boîte et d'en vivre, de retourner sur les bancs de l'école pour mon projet ultime qui était la production d'une émission télé, tu vois, parce que j'en étais là, et qui y avait à côté de moi, et des putains de Josiane et Denis qui étaient en train de me dire ah t'es ridicule machin, parce que les mecs ils ont été dans les bancs de bac, ils ont jamais rien fait. Le seul fait d'armes qu'ils ont c'est d'avoir fait des burgers et mis des frites dans la friteuse de McDo le week-end. Ils étaient là en train de me dire ah, toi t'es un mongol. Et bref, aujourd'hui, petite délectation, tu vois, du quotidien, c'est que je les vois régulièrement demander des piges sur Facebook parce qu'ils ont pas de travail. Ah, tu les vois encore? Ouais, je les vois encore. Ouais. C'est-à-dire que 10, 12 ans, 15 ans plus tard, ils sont encore là en train de mendier un boulot dans des sociétés de production de merde. Ouais, c'est ouf, hein. Tu vois. Ouais. Alors qu'ils me crachaient à la gueule. Et juste petite anecdote, et on finira là-dessus. Ils avaient tellement les boules, tu vois, et la rage par rapport à moi qu'ils avaient même créé un groupe de conversation privée sur Facebook. Contre toi? Contre moi. Et je ne sais pas si c'est un mec qui m'a mis dedans pour, tu vois, par bienveillance et sympathie, ou si parce qu'ils se sont gourés, qu'ils m'ont mis dans la boucle. Et tu t'es retrouvé dans le groupe? Et je me suis retrouvé dans le groupe. Ah ouais, donc tu voyais tous les Et messages j'ai du de ta tout gueule. vu. Ah ouais. Et alors? Et ils balançaient des liens, etc. Et à l'époque, je pense que j'ai agi comme un seigneur. J'ai lu. Tu vois, les gens, ils ont vu que j'ai lu. Ouais. J'ai quitté, j'ai rien dit. Ok. J'aurais pu dire vous êtes des losers ou machin, etc. Et en fait, ils se sont arrêtés net quand ils ont vu Alexandre rentrer, genre. Et en fait, je l'ai pas mal pris. Je lui ai dit c'est normal, je le sais déjà, tu vois. Et la personne qui m'a fait rentrer dans le groupe, je sais pas qui c'est. Soit tu sais, c'est un acte manqué, genre. Ouais.
on sait qu'on est en train de faire de la merde, dans quelque part Ouais. on va quand même se boycotter, se faire rentrer, ou alors c'est quelqu'un qui est une bonne âme, entre guillemets, qui m'aimait bien, qui m'a dit tiens vas-y regarde un peu ce qu'ils sont en train de dire sur toi, c'est abusé. Et je me souviens très bien des principaux investigateurs, et c'était les pires losers qui aujourd'hui m'ont dit des jobs à la télé. C'est-à-dire que non seulement tu vois, t'es une merde, mais toute ta vie t'es poursuivi par ton comportement, tu vois. Bah, en fait, déjà, quand tu fais ça, c'est que t'es une merde. Ouais, t'es vraiment une merde. Donc, en fait, t'as une vie de merde. Exactement. Tu sais, c'est, les enfants à l'école, ils sont avec d'autres enfants, et moi, ils découvrent l'école, et ceux qui ont du succès, entre guillemets, à l'école, parce qu'ils sont connus, qui font des trucs bien, parce qu'ils font des conneries, en fait, c'est les losers de demain. Et donc, en fait, pour nos enfants, qui sont des enfants normaux, c'est dur de pas être inclus dans ces groupes-là, Oui. qui sont les groupes faits dans la lumière. C'est ces groupes-là qu'on voit, et eux, ils aimeraient y être, mais ils n'y arrivent pas, parce que c'est pas des fils de péripatéticiennes comme eux. Bah, les pauvres, ils sont bloqués, ils savent pas encore que demain, bah, ces gens-là, c'est personne, quoi. Ouais. Et je pense que c'est tout à fait juste, et je crois qu'il est important d'inculquer à nos enfants, comme vous le faites, d'être bienveillant, d'essayer d'apporter un maximum de valeur autour de soi et d'essayer de pas trop ostraciser les gens qui pensent différemment, qui sont différents même tôt, et de cultiver ça. Et Il faut les écouter, hein. Faut écouter les gens qui, faut vraiment un peu déglingo. Non, mais même les gens avec lesquels on n'est pas d'accord, où ils sortent des trucs, il y a toujours quelque chose à retirer. Il y a toujours quelque chose de très intéressant. Moi, j'avais une époque où, quand je me suis vraiment lancé dans l'alimentation saine, je me suis vraiment informé sur des sujets qui étaient à l'encontre des nutritionnistes. Parce qu'il faut savoir que en France, tu as le PNNS, le Programme National Nutrition Santé, qui a beaucoup changé ces dernières années. Et l'ancien, c'était mange des produits laitiers 4 fois par jour. Tu vois. Et en fait, ça fait quand même 20 ans qu'on sait que non, ça sert à rien de manger des produits 4 fois par jour, des produits laitiers 4 fois par jour. Et il leur a fallu 15 ans pour mettre à jour le PNNS. Mais les nutritionnistes, pendant ce temps-là, ils répétaient tout le temps ce genre de conneries. Et c'est vrai qu'à un moment, j'étais devenu dans une troupe alternative dans l'alimentation. Et en reconnectant avec un peu les moldus, tu vois, ils ont quand même des choses intéressantes à apporter, et ça met un petit peu de mesure dans nos propos. Oui, juste, on peut pas être radical tout le temps, tout au long de notre vie, déjà parce que c'est trop dur à tenir. Il faut avoir un principe de réalité qui nous ramène effectivement à la vie de moldu. La vie de moldu, c'est bien de temps en temps, tu vois, une fois le week-end, une fois en vacances, puis après on revient dans nos costumes de super-héros et on apporte de la valeur sur Internet. Faut en essayer. Sur le dernier podcast, qui s'appelle Influence, arnaque, argent sale, elles font des millions sur les réseaux sociaux. Nous avons eu un commentaire hier. Ok. Que tu connais, mais évidemment tu l'as oublié. Et j'aimerais que tu répondes à ça. D'accord. Dommage que vous teniez des propos racistes. Je me désabonne. En fait, à partir du moment où tu dis un truc qui sort un peu de la routine de toutes les conneries qu'on entend à droite, à gauche, à la radio, à la télé, et maintenant sur 99% des podcasts de France et de Nazar, tu es soit au choix, ouvrez le menu, complotiste, raciste, antisémiste, antisismique, complotiste, etc., et LGBTophobe et phobe de tout. Tu mets tout ce que tu veux, un nom dedans, phobe. Est-ce qu'il faut vraiment répondre à ce truc-là ? Je ne suis pas raciste. C'est comme tous les hommes politiques pris dans la main dans le sac, tu sais. Ouais. Mais je ne suis pas raciste, c'est pas vrai. J'ai un copain, Steven, il est noir. C'est mon meilleur ami, merde, putain. Voilà, une fois j'ai mangé du couscous. Non mais en fait ce qui est terrible aujourd'hui, c'est il y a rien à répondre à ça. C'est en fait un des principes pour moi, puisque Famille épanouie, ça a 10 ans, et ce sont des milliers de commentaires négatifs où vraiment on se fait éclater. Mon principe numéro 1, c'est de ne jamais justifier une attaque qui m'est posée. C'est-à-dire, de t'es raciste, deux façons de faire, je valide, en disant bah évidemment, alors je vais peut-être pas sur le racisme, je vais peut-être pas la valider, sur le racisme, c'est un peu compliqué. ou je vais sortir une connerie, tu vois. Genre oui bah il c'est connu, voilà, oui. tu vois. Soit j'amplifie, soit je repose une question qui demande à la personne de se justifier. D'ailleurs, on lui a posé la question qui est « Dis-nous exactement ce qui est raciste ». Oui. Et là, généralement, les personnes, on les oublie. Voilà. Très bien, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, je ne suis pas blanc.
Non, tu es pas blanc, toi. Non, je suis pas blanc. Tu es quoi Qu'est-ce d'ailleurs qu'il faut dire que je qu'est-ce qu'il faut dire que je suis blanc? Moi, je suis hispanique, fils d'immigrés, monsieur. Oui, les hispaniques sont blancs. Attends, là, si on commence à ouvrir ce dossier, ça dépend de où. Est-ce que c'est du nord ou du sud? Moi, c'est quand même, je suis franco-libanais, moi. Je ne suis pas un... Voilà, c'était pour la petite blague. Mais oui, de toute façon, il est normal, hein, qu'on crée des réactions un peu épidermiques, chez certaines personnes. Globalement, quand même, ce début d'aventure du Daron du Biz est quand même assez exceptionnel. Ouais. Parce qu'on rigole bien. Alors parfois là on sortait d'un long tournage pénible et merci Fabien de m'avoir remis en énergie positive. Je me ressens revivre. C'est peut-être le jus de fruits, je sais pas, mais un Tropical Blast. Donc j'aimerais que tu nous racontes ta semaine d'entrepreneuriat. On est vendredi. Oui. Quelle est ton actualité? Eh ben c'était de la merde. Ah bon, tu n'as pas la fast life où l'argent tombe à flot, ouais, c'est ça, les 30 000 euros net par mois de salaire. Non. Alors cette semaine, par où commencer, mon cher Fabien? Déjà, cyclone. Qui dit cyclone à l'île Maurice dit pas d'école. Donc là, mes enfants n'ont pas d'école depuis 2 jours, les siens non plus. À savoir que nous sommes en vacances, donc ça change. Ah, ils sont en vacances. Donc en fait, nous changeons rien parce qu'on c'est prévu. Après vacances, école, bon, est-ce qu'il y a beaucoup de différences ici? Oui. Je suis pas sûr. On n'a pas d'aide non plus à la maison. Alors là, je vois déjà dans les commentaires, ah mais là, vous savez pas vivre sans nounou et femmes de ménage, vous êtes vraiment des bourgeois, nanana. Ta gueule, voilà. Bon, comme ça c'est dit, arrêtez de m'énerver. Et en plus, vous exploitez le petit peuple mauricien. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, c'est bien connu. Moi, je suis un ancêtre de colon. En fait, je suis pas hispanique, je suis un ancêtre de colon, faut savoir. Moi, en fait, j'ai lancé un mouvement à l'île Maurice qui s'appelle le Retour à l'île de France. C'est ça. D'accord, j'ai un projet. L'île de France nous manque. J'ai un projet pour cette île, faut le savoir quand même. Donc, pas d'école pour les enfants, pas de nounou, pas de femme de ménage. Je fais un webinar parce que je fais un webinar toutes les semaines. Donc un webinar, c'est une conférence en ligne pour vendre une programme de formation. Oui, je vends des formations parce que toi aussi tu vends des formations. On vend des formations parce qu'on considère que c'est un des meilleurs métiers du monde de pouvoir transmettre notre savoir et permettre à des gens de changer de vie, d'améliorer leur vie familiale, leur vie professionnelle grâce à ce qu'on fait, à notre accompagnement. Donc c'est un métier magnifique. Donc tous ceux qui ragent, pareil dans les commentaires, je vous emmerde. Voilà, comme ça c'est fait. Parce que c'est un métier formidable. Ouais. J'aide les gens, tu aides les gens. Ouais. On leur change la vie. Ouais. On leur apporte de la valeur. Et je mets quiconque au défi d'aller regarder ce qu'on fait avec la passion qu'on a et de nous dire que c'est de la merde. Ouais. Ah mais t'as tellement raison. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que il y a une petite vague là dont on se fout de la gueule des entrepreneurs. Ouais, ça revient un peu là. C'est drôle. Ouais. Mais d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où on se faisait déglinguer sur la parentalité. Parce que forcément, il y a plein de Josianes qui font de la parentalité et qui sont pas capables de vendre l'information parce que ça fait appel, en fait, à eux, à toutes leurs croyances sur l'argent. Et donc, du coup, s'ils vendent quelque chose à des gens, ça veut dire qu'ils les exploitent. À chaque fois, je leur ai proposé, je te donne l'information, tu la regardes et t'en fais un contenu sur tes réseaux où t'es obligé de dire réellement ce que tu penses de l'information. Ils ne l'ont jamais fait. Jamais. Pourquoi? Parce que nos formations sont bonnes. Et je ne dis pas parce que un égo surdimensionné. Elles sont bonnes. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans qu'on est là et toi, ça fait 15 ans. Donc, évidemment qu'elles sont bonnes. Si nos formations étaient de la merde, on aurait déjà disparu. Voilà. Je vais en venir ici. Effectivement, tu peux pas être mauvais toute ta vie quand t'es entrepreneur, puisque quand t'es entrepreneur, tu es dépendant des règles universelles du marché. C'est le marché qui a raison. T'es pas comme Libération, Le Monde ou Figaro, gavé d'aides d'État chaque année à coût de millions. Donc tous les moldus qui bossent aujourd'hui en France, vous payez ces organes de propagande qui ne sont pas rentables. Sans les aides de l'État, ils devraient, comme n'importe quel entrepreneur du monde, mettre la clé sous la porte. Ça n'existerait pas. Donc exactement, nous sommes soumis aux lois du marché qui est l'apport de valeur. D'ailleurs la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Ça veut dire quoi? C'est on taxe ton travail en fait, en gros. C'est-à-dire ce que tu as créé. C'est ce que tu as créé. Ouais. La valeur que tu apportes sur le marché, on en prend une partie. Donc forcément que vous êtes bon, puisque en plus dans le métier c'est très dur d'être bon sur la durée, parce qu'on en a vu des gens, Kevin, qui sont arrivés en Lambeau, qui sont repartis en mobilette chez leur mère, tu vois, en banlieue parisienne, à manger des pâtes et du ketchup. Elles sont loin, ils sont loin les week-ends festifs à Dubaï, avec les péripatéticiennes, la bouteille de champagne et la Rolex, c'est finito, ils ont tout revendu et hop, chez ta mère, elle va trouver un boulot. Voilà. Donc il faut être bon dans ce qu'on fait. Et pour en revenir là-dessus, webinar mardi soir. Donc déjà période précyclonique, déjà tu pries pour que t'aies pas de coupure d'électricité, parce qu'il faut comprendre qu'on est à l'île Maurice ici, les infrastructures sont pas les mêmes.
quand il y a pluie, quand il y a vent, il y a également coupure d'électricité. Le générateur qu'on a est manuel et de toute façon, il ne peut pas soutenir toute la tension qu'on a parce qu'on est quand même dans une grosse maison. Donc déjà, si mon webinar foire à cause d'une coupure d'électricité, je peux rien faire. Et j'ai mis précisément 6 500 € de budget publicitaire pour ce webinar. Et donc, il y avait 500 inscrits à peu près. Pour ceux qui sont un peu dans le business, vous savez que quand vous avez à peu près 500 inscrits, vous avez environ 30 à 40% des gens qui se connectent. Donc, je m'attendais à avoir à peu près 150, 160 personnes. 21h locale. Je me connecte sur le lien pour faire mon webinar. Et que vois-je ? Non pas 160 personnes. Non pas 200. Non pas 200. 20 pélos. Ouais. 20 putains de pélos dans la salle de webinar. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème technique, c'est sûr. Et là, comme je connais bien mon métier, je commence à être en tension. Je contacte mon équipe technique en me disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Les mails sont pas partis, les SMS sont pas partis. Il y a un problème technique sur la salle. Je vois ma vie défiler. Tu vois, je vois 2 heures pénibles qui vont arriver parce que tu sais qu'il y a un problème. Tu sais que tu as mis 6 500 € dans la machine. Tu sais que tu vas pas les récupérer. Ouais. Tu sais que tu vas pas les récupérer et que tu vas pédaler dans la smoule pendant 2 heures. Et quand tu vas poser des questions, normalement dans le chat, il y a plein de gens qui réagissent. Et là, il y a des gens, non, il y a rien. T'es tout seul comme un con dans ton bureau à travailler le soir alors que tu pourrais avec tes enfants regarder un film. À 21h en plus. À 21h jusqu'à 23h pour apprendre à la fin que l'équipe technique que j'ai recrutée et que je paye n'ont pas vérifié que les emails étaient partis. Ouais. Donc là, comment tu te sens ? Est-ce que tu es en mode feng shui ? Voilà, tu vois, je fais de la méditation, je fais aussi du yoga le lundi, j'ai une coach privée qui vient de temps en temps. Et j'étais un peu serré de l'anus. Ouais. Tu vois, j'ai une petite tension. Là, comment tu réagis en ce moment-là ? Est-ce que tu es en colère ? Alors, ou est-ce que tu es introverti ? on va demander à ma ring, à ma petite bague Ultra Human. Je vous mettrai un lien affilié dans les commentaires parce qu'il faut quand même que ce soit rentable. Hein. Et je vais regarder mon score de sommeil. D'il y a donc 2 jours, c'était là, indice de mouvement, indice de sommeil. Ça va, c'était 77. 77. Mon score moyen étant de plutôt 90, etc. Ouais, tu dors bien, toi. Je dors très bien. Ouais. C'était mon pire score. C'est ça. Mon pire score depuis 3 semaines. Donc ma plus mauvaise nuit en 3 semaines. Je me suis pas senti respecté. J'étais en colère. Et une fois plus, j'ai l'impression de toujours être, de confronter toujours au même problème dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire de recruter des gens qui, sur le papier et de manière générale, 80% du temps, sont assez professionnels. Ouais. En tout cas, inspirent la confiance. Et à un moment donné, je ne sais pas, par habitude, par confiance, par négligence, il y a un truc qui se passe mal. Et en fait, ça me retombe dessus et ça me coûte des thunes. Ça me coûte mon confort, ça me coûte mon sommeil, et ça me coûte des moments que je passe pas avec ma famille. Ouais. Et j'attendais une chose après cet épisode, parce que évidemment j'aurais demandé un rendez-vous juste après, ces 2 heures d'enfer à gagner 1000 balles après avoir dépensé 6 500 €. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous recrute, je vous paye pour ça, et vous n'avez pas fait votre travail. Et oui, c'est notre responsabilité, etc. Mais en fait, ils sont même pas excusés. C'est juste que je te demande pas grand chose, je te demande même pas de me faire un virement de 6 500 €, ce qui devrait même limite être le cas en fait. Ouais. Juste, excuse-moi, on n'a pas vérifié, on n'a pas bien fait notre travail, je suis vraiment désolé. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour trouver une solution ? Voilà, c'est juste ça. Et comment on peut se mettre d'accord et trouver un équilibre pour pas que je me sente lésé. Donc, je me sens plus que lésé, et ça commence par un B. Mais c'est à peu près le même mot. Bah, c'est un peu ça, hein. Parce que je connais le système, hein. Tu le connais aussi, mais en fait, c'est une erreur qui n'est pas possible. C'est ça. Mais après, je dirais pas de non parce que je les apprécie, je m'en fous, je suis pas là pour mener une vendetta, je te dis ce que moi je repense, et puis s'ils regardent ce podcast comme ça, vous le saurez comment je me suis senti. Donc j'ai pas de nom et pas de trucs à donner parce qu'ils ont travaillé bien la plupart du temps, mais tu vois, en fait, comme je disais. C'est quoi la leçon que tu en retires ? La leçon à en tirer, c'est que c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est-à-dire que j'ai toujours un bras droit, j'ai toujours une agence ou quelqu'un qui va aller m'accompagner dans ce travail-là et me soutenir sur la partie plutôt technique. Moi, je suis plus la création de contenu. C'est-à-dire que je pense que je suis bon dans le contenu, le marketing, l'écriture, la stratégie, etc. Mais une fois qu'il va falloir faire des publicités sur Facebook ou un tunnel à des automatisations, je commence à me liquéfier sur place. Ça me saoule. Je pourrais le faire. Hein. Non, c'est pas du tout la même énergie. Je pourrais le faire. Je sais que toi, tu sais faire les deux. Mais moi, ça me plombe. Je fais pas les deux, moi.
Non, tu sais les faire. Tu sais faire Oui, les je deux. sais faire les deux, mais Ça- je ne le fais pas. Non. C'est-à-dire que factuellement, je ne fais pas et mon système et Oui. mon webinaire. Oui, parce que c'est Amélie, vous C'est travaillez Amélie tous qui les deux l'a dans le fait. même truc. Mais Voilà. moi, j'ai pas ça. Parce que Oui, ça, oui. ma femme a un business qui est différent, Oui. elle gère l'entièreté de son business de manière différente. Et donc, en fait, effectivement, je suis confronté toujours au même problème de me dire, toi, de manière cyclique, tous les 6 mois à 3 ans, je change de bras droit, de collaborateur et tout, et je suis toujours face au même problème. Donc, il y a deux solutions pour moi. La première, c'est soit je m'empare de ce sujet et moi-même, je dois faire et les pubs, et les automatisations, et les tunnels de vente, plus les contenus, plus machin. Et en fait, tu passes ta journée et ta vie à travailler, et c'est pas ce pourquoi j'ai signé. Ouais. Je suis pas venu pour souffrir ici. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Donc à ça, ou alors s'associer, ou alors on en parlait, ou alors revoir la façon dont je travaille, de trouver un autre modèle, un modèle qui me fera pas péter un câble de temps en temps. Parce que là, effectivement, en fait, c'est comme si, comme je teste un nouveau tunnel de vente, une nouvelle stratégie, ça a complètement niqué ma rentabilité de dernière semaine. C'est un peu comme si j'avais bossé 2 semaines pour rien. Ouais, c'est dur, hein. Avant de passer à une grosse économie d'échelle, parce qu'après sur le précédent l'année dernière on mettait 10 000 euros par semaine, donc tu vois 30 à 40 000 par mois pour 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là justement c'était à peu près ce que je voulais atteindre, parce que je commençais à avoir des bons retours sur investissement, mais là ça m'a plombé, il faut recommencer, etc. Voilà. Ouais. Donc une semaine difficile. Une semaine tendax, Ouais. voilà, avec d'autres choses aussi, parce que j'essaye de, tu sais, je suis en train d'investir en France. Oui, J'achète un terrain, ta je maison. suis un peu sadomaso. Tu vois. Ouais. Donc, je crée une SARL de famille, pour ceux qui connaissent. Parce que une SARL de famille, ça va être plus intéressant pour moi, ce que je veux transmettre à mes enfants. Alors, on fait du démembrement, Ouais. pour être précis techniquement. C'est-à-dire qu'on va diviser le terrain et la maison qu'il y aura avec la nue propriété et l'usufruit. La nue propriété, c'est en fait t'es propriétaire. C'est comme si tu étais propriétaire des murs, mais tu peux rien faire. Oui. Et l'usufruit, c'est justement de pouvoir bénéficier de l'utilité, d'encaisser si tu fais de la location, etc. Et donc avec le temps, après, mes enfants pourront avoir la transmission du bien sans payer aucun impôt. Il y a d'autres avantages, etc. Mais pour ça, il faut créer une SARL de famille. Problème, tu sais que moi, je suis un narcotrafiquant international. T'es pas au courant? Non, parce que c'est comme ça qu'on me traite en banque. Ouais. Oui, tu prêtes pas. Ben non, alors, c'est même pas, je demande pas un prêt. Hein. Ouais. Je demande une ouverture Ah oui. bancaire. Et tu l'as pas? Et j'ai encore un compte en banque français. Donc Ouais. je suis à la BRED en Ouais. France. Pas de problème sur ce compte. Et je demande à ma conseillère, je vais créer une SARS. Vous pouvez ouvrir un compte pro. Pour moi, c'est une formalité. Ouais. Oh là là. Ah, attendez, je joue avec la sécurité. Là, c'est chaud. Ah ouais. Non. Non, j'ai été basculé carrément au pôle international, et j'ai justement un rendez-vous dans une demi-heure. Ah, c'est ça ton rendez-vous? Exactement, avec la BRED, dossiers internationaux, machin, etc., comité de sécurité. La nana, elle m'a demandé 65 pièces. 65 pièces Attends, pour pour- justifier de mes revenus, expliquer que j'achète un terrain, comment j'achète un terrain, avec quel argent j'achète un terrain, les liasses fiscales de mes sociétés, mes fiches de paie, mes fiches de salaire, tout sur les dernières années, des trucs de ouf, des fichiers d'autodéclaration, mais un truc de malade. Et attends, on parle ça pour ouvrir un compte. pour ouvrir Pas un pour compte. un prêt. Pas pour un prêt. Ok. Pour ouvrir un compte, plus un entretien en visio dans une demi-heure, plus un comité pour voir si oui ou non on m'ouvre un compte bancaire, non. pour que moi-même je puisse y verser 250 000 euros de ma poche pour acheter mon terrain tout seul, sans crédit, sans facilité bancaire. Incroyable. On en est là. Incroyable. C'est quelle banque? La BRED. La BRED. En même temps, toutes les banques, ça va être pareil. On je s'en pense. fout, c'est pareil, c'est Ouais. la même chose. Toujours de toute Ouais. façon, moi, depuis que j'essaie d'avoir soit au début, j'ai cru que je pouvais avoir un crédit, tu vois. Moi, j'étais jeune. Oui. J'étais Oui. inexpérimenté. Oui, t'as pas Je me compris. suis dit, bah non, je vais demander un crédit. Oh là, Ouais. voilà. Et en fait, t'es basculé constamment entre les gens qui te prennent pour une merde, Ouais. concrètement, d'autres qui pensent que t'es un mafieux, Ouais. et d'autres qui disent, mais Bah, déjà, tu t'adresses à des gens qui n'auront jamais la vie que tu as. non, bah déjà, je suis une énigme pour eux. Voilà. Donc déjà, ils se disent, lui, c'est trop bizarre. Exactement. Lui, il fait des vidéos sur Internet, Qu'est-ce qu'il il gagne de raconte, l'argent. Comment c'est J'ai possible? écouté Daron du Bise, vous êtes pas un peu raciste? Ouais, c'est ça. D'où vient l'argent? L'argent est sale. C'est vraiment Ouais. sale, ça. Ouais. Bah, c'est terrible. Hein. Mm. C'est terrible. Alors que professionnellement, toi et moi, et Amélie et ma femme, on est
ultra impliqués dans ce qu'on fait, on est ultra travailleurs, on est toujours là en train de charbonner, de faire les choses bien, de s'appliquer. Moi, je vous demande d'aller regarder sur Avis Vérifié, vous faites Alexandre Ross, Avis Vérifié, vous regardez l'avis de mes clients. J'ai commencé à les récolter maintenant sur une plateforme authentique parce que avant je leur demandais des avis en vidéo que je mets aussi sur mon site internet et il y a toujours un connard pour me dire mais tu les as payés, c'est des acteurs, nanana. Donc je dis quelle est la meilleure façon de prouver que ce sont des vrais avis? Une plateforme qui est une plateforme tierce qui valide les témoignages comme Google Review, etc. Donc j'ai pris Avis Vérifié, ça fait moins d'un an que j'ai commencé. Donc je vous invite à aller regarder et vous allez voir si c'est les avis qu'on donne à un scammer ou à quelqu'un qui fait pas son travail. Ouais. De toute façon, tous ces gens qui critiquent, ils seront jamais clients. Non. Donc en fait, c'est insupportable, mais on sait que ces gens ne passeront jamais à la caisse. Oui, bien sûr. Même pour 30 balles par mois. Oui. C'est le jour nous aussi on faisait un webinaire mardi matin. Programme, c'est 200 €. Donc c'est pas mal épanoui, un énorme programme. Pour 200 €, pourquoi il a 200 €? Parce que c'est le prix du marché. Les gens ont du mal à mettre au-dessus. Je me suis pris une tartine comme ça de messages parce que le programme était trop cher et les gens n'avaient pas les moyens. Je pensais pas aux gens qui sont pauvres. Donc elle travaillait, son mari travaillait. Bon, après tu mets vraiment l'argent là où tu as envie. Et je serais curieux de rentrer dans la maison de cette personne pour voir c'est quoi ses dépenses, tu vois. Il y a une grosse télé comme c'est ça. Dans toutes les chambres. Voilà. Je serais curieux de voir le Denis avec sa console dans un coin et s'ils ont un Samsung à 99 € ou un Samsung à 1500, tu vois. Je pense que je connais déjà la réponse. C'est 66 € par mois sur 3 mois, ça fait 2 € par jour sur 3 mois. Si t'as pas 2 € à mettre par jour pour un truc qui peut potentiellement changer ta vie, parce qu'en fait, ce que ça génère comme émotion chez eux, c'est que ça les intéresse. Toi, quand tu parles d'argent et gagner leur vie, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont proches, mais loin en même temps. Si t'as pas 2 € à mettre par jour pour ta vie de famille, mais... Ouais, d'accord. Et t'as mis d'ailleurs tu étais un gros malin parce que t'as découvert une règle universelle qui ne cesse de se confirmer à chaque fois. Laquelle? Parce que les plus gros rageux qui ragent sur Instagram, sur YouTube, etc. en disant ah Fabien t'as changé, famille épanouie c'est plus ce que c'était, t'es un peu machin, etc. Tous ceux qui vont mettre du cœur à l'ouvrage et surtout du cul à l'ouvrage, hein, c'est de la merde ce qu'ils disent, sur les commentaires Apple, etc. sont des gens qui vous suivent depuis des années et qui n'ont jamais rien acheté. Exactement. Et qui n'achèteront jamais rien. Exactement. Quand j'ai lancé mon podcast en mai l'année dernière, mon podcast No Filter, c'était en mode je dis ce qui me passe par la tête, donc en mode vraiment trash. Et les premiers podcasts, je les ai pas publiés. Je me suis dit, je vais trop loin et tout. Et jusqu'au moment où j'ai publié, et je me suis dit, vas-y, on verra. On verra ce que ça donne. Et ça a été évidemment très bien reçu par une partie, et très 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 mal reçu par une autre partie, qui en fait les gens dans le statu quo habituel, et tu peux pas dire des choses un petit peu dissidentes, tu peux pas dire en fait la vérité. Et en fait, je me suis quand même pris des commentaires mais monstrueux, des douilles monumentales. Et donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que je suis pas en train de mettre en péril mon business? Est-ce que en disant des trucs comme ça, je suis pas en train de flinguer 10 ans de travail de famille épanouie? Parce que évidemment, dans le milieu des infopreneurs, on est nombreux à se connaître et on sait très bien qu'on ne peut pas tout dire. Il y en a t'as dépensé tes audiences, ton marché. Quand tes clients, c'est des énormes Josiane, évidemment que tu peux pas tout dire quand tu vends un produit un petit peu grand public. Je vais lire 2 types de commentaires qui pour moi représentent bien l'ambivalence de tout ça. Le premier par Genu, j'adore. Une approche franche et authentique et le personnage que je trouve attachant car il n'a pas sa langue dans sa poche, hein, mon petit Fabien, coquinou, ça me rappelle quelqu'un. Les gens se retrouvent là-dedans. Ouais. Ils se retrouvent dans ton franc-parler et C'est le ça. fait de pouvoir oser dire les choses dans une société où on fait semblant de vouloir dire les choses mais on le fait jamais. Exactement. Et ce qui se dit dans les plateaux et dans les dîners, je peux dire que c'est radicalement différent. Merci Fabien pour ces contenus. Je me régale à chaque fois. Et je vais lire celui-là qui me fait vraiment rire. Il est marrant. Et le témoignage s'appelle demi-molle. Ouais, Fabien, l'âge des demi-vérités, fait une demi-rébellion. En fait, il se cache derrière sa femme, bien plus courageuse que lui. Donc, en fait, il y a vraiment des gens qui se permettent de donner des avis sur votre couple, de prendre des parties. Tu as même reçu un message hier d'une cliente. Je vais en parler après. Et je pense qu'il est temps d'en parler, Fabien. En fait, c'est une cliente qui est là depuis longtemps, qui me suit beaucoup, qui a acheté l'un de mes programmes sur l'alimentation. C'est le seul qu'elle a acheté chez nous.
Et pourtant, en 10 ans, on a quand même vendu quand même pas mal de programmes. Elle est dans tous les trucs, elle suit énormément de choses. Elle écoute mon podcast. Parfois, évidemment, sur mon Instagram, je mets des coquineries, donc je tacle. Et je dis maintenant publiquement et officiellement qu'à chaque fois que les gens me taclent, ils n'ont jamais sorti leur CV. Ou une fois, peut-être pour un petit bout de programme, mais jamais. C'est pas des clients fidèles. C'est-à-dire que peut-être à un moment ils se sont dit je sors la CB, mais après du coup c'est terminé. Et donc du coup je mets un commentaire que j'ai eu sur No Filter et je dis en dessous Josiane, 10 ans qu'elle nous suit, parce que les gens en fait veulent justifier la véracité de leurs propos en nous disant je vous suis depuis le début. Oui, et puis ils veulent justifier le fait qu'ils sont pertinents, qu'ils ont le droit ils ont d'émettre le droit. un avis sur votre couple ou C'est votre ça. business sous prétexte qu'ils vous suivent depuis 10 ans. Je suis là depuis 10 ans, donc je suis un abonné, je suis là depuis 10 ans, j'ai le droit de parler. Et le plus fou, c'est qu'il y en a qui sont là depuis 10 ans, en effet, qui n'ont jamais acheté une seule formation. Alors la réponse qu'on nous fait, c'est « Ah on voit bien que votre seul intérêt, c'est de faire de l'argent ». C'est pas le seul intérêt, mais à ton avis, quand tu vois qu'on fait une installation là pour un podcast, on loue une salle à l'île Maurice, il y a Adrien qui est là pour faire le tournage, il y a des caméras qui valent 3-4 000 balles chacun, les micros combien ils coûtent ? 600 €. 600 € le micro. Non, c'est juste pour s'amuser. Et évidemment qu'on fait ça aussi pour l'argent, pas que, mais on le fait pour l'argent. Et elle envoie un message à Amélie. En fait, elle voit ce commentaire où je dis en dessous, parce que maintenant je tacle, je dis Josiane en 10 ans n'a jamais sorti sa carte bancaire. Donc ça, c'est les trucs à pas dire sur Internet. Les gens font oh là là, c'est pas bien. Mais c'était pas elle en plus. C'était pas elle. Et donc elle, au lieu de venir me dire je suis pas d'accord, elle envoie un message à Amélie, donc ma femme, pour lui demander des comptes sur qui je suis, sur le comportement que j'ai, et elle lui dit c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce que tu fais Amélie, mais là à partir de maintenant je me pose vraiment la question, je me poserai plus la question d'acheter une formation chez toi. Et là je vérifie, elle n'a jamais acheté une seule formation chez nous. Et à chaque fois que les gens disent je connais maintenant je connais c'est je pensais acheter votre formation, Oui. virgule, mais j'ai écouté le podcast de votre mari et du coup je n'achèterai pas la formation, tu vois. Parce que ça veut dire que, en fait, votre mari, c'est un gros naze, Ouais. et que si c'est ton mari, c'est que toi aussi, t'es comme ça. Moi, je pense que ça va plus loin. Je pense que c'est même une façon de se déculpabiliser. Ça fait Ouais. 10 ans que je fous rien, C'est ça. que j'ai toujours pas réglé mes problèmes. Exactement. Et donc, le problème, c'est pas moi qui branle rien, c'est en fait le mari C'est ça. d'Amélie qui est en ça. fait un gros facho. C'est ça. C'est ça. C'est C'est pour ça que ma vie, c'est de la merde. Ouais. D'accord, j'ai compris. Et moi, je voulais acheter une formation, j'hésitais réellement, ça fait 10 ans que j'hésite. que j'hésite, et là, non, c'est bon. C'en est trop. Parce que, en fait, ce qui est vrai, c'est que ces gens qui nous suivent depuis 10 ans, ils ont le principe d'influence qui s'appelle la réciprocité. Et c'est aussi notre façon de faire du contenu, c'est que tu donnes du contenu gratuit. Les gens voient très bien notre capacité à les aider. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'on les a tellement aidés dans leur vie qu'ils ont besoin à un moment d'une réciprocité. Mais vu que c'est des gros gauchistes insupportables qui ne veulent absolument pas sortir leur carte bleue, ils sont obligés de justifier, en fait, que ce sont des sous-merdes. Donc, au lieu de dire, oui, je suis un gauchiste, je veux même pas payer 30 balles juste pour dire merci, tu vois. Tu veux quoi, tu veux que je fasse un Tipeee pour que tu me donnes 5 €, tu vois. Oui, un Tipeee. Ouais. Ça, les Tipeee, ça marche à gauche. Oui, oui, ouais. si tu m'en dis, tu vois, c'est noble. C'est ça, tu m'en dis, c'est en fait, je te fais un Tipeee. Il y a deux mecs là qui font des trucs de vulgarisation un peu scientifique, je crois. 200 ou 300 000 abonnés, ils ont explosé. Lui, il est seul avec une cravate comme ça, et il parle, il donne un truc. Et franchement, le contenu, il est pas mal. Mais quand t'es là depuis longtemps, tu sais que c'est des gros gauchistes. Et les mecs, au lieu de créer une formation sur la prise de parole, ils ont fait un Tipeee. Et leur Tipeee, c'est pour nous soutenir et machin. Non, le Tipeee, en fait, c'est pour payer ton salaire. Ouais. Donc déjà, tu le dis même pas officiellement, tu vois. Ouais. C'est pour qu'on puisse continuer, c'est pour nous encourager. Et les mecs, ils ont fait un Tipeee, ils ont fait 30K. 30K. Leur revenu, ils ont des centaines de milliers d'abonnés, ils font 30 000 €. Alors, pour ceux qui nous regardent, c'est peu, en fait. C'est là où tu vas en venir. Oui, pour ceux qui connaissent pas les chiffres, quand t'as 200-300 000 abonnés, comme ça sur les réseaux, tu peux avoir un business à millions quand même. Oui, et puis tu peux faire 10 fois plus, quoi. Tu fais 300, pas 30. Oui. Et je trouve d'ailleurs cette approche malhonnête, parce que sous couvert de vertu, nous on est humble, on fait la manche, etc. En fait, je trouve que c'est très malhonnête, parce que tu n'assumes pas qui tu es, ce que tu fais, que tu es dans une démarche capitaliste. En fait, tu offres de la valeur dans un marché
en échange d'une rétribution. Oui. Donc c'est pas la peine d'aller tortiller à gauche à droite en fait en nous racontant une histoire. Dis-le que t'es entrepreneur et dis-le que t'as besoin d'argent et crée de la valeur et tout ira très bien, tu vois. Ouais. Et j'aime pas ce côté-là, c'est exactement comme c'est le phénomène LinkedIn, tu vois, c'est les moldus. Ouais. Quand je poste sur LinkedIn, ça en a parlé. Déjà, je poste sur LinkedIn, j'ai beaucoup d'impressions. J'ai sur certains posts, j'ai 8000, 9000, 10 000 impressions. J'ai 20 pauvres likes et j'ai à peine des commentaires. Et je reçois en privé des gens qui me disent oh, Alex, le dis pas, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Je veux juste que mon RH, elle voit pas que je valide ce que tu dis. Et là, tu dis mais putain, mais c'est-à-dire qu'en fait, t'as 40 piges et t'es toujours pas libre de dire ce que tu penses et de dire comme tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, t'es tellement dépendant du système et de la bien-pensance et t'es tellement enfermé comme un gamin. En fait, t'es jamais sorti de l'école. Quand t'as rentré, t'as mis tes petits pieds, hop, t'es rentré en classe en maternelle, t'en es jamais sorti. T'as 40 piges, 50 piges, tu peux pas liker un putain de post sur LinkedIn parce que t'as peur que ta RH te dise un truc lors de ta pause café. Putain, mais c'est quoi ce délire? Mais c'est fou. C'est un truc de fou. Non, mais c'est fou. Et les gens acceptent ça. Mais putain, mais arrêtez d'accepter ça, bordel. C'est fou. Et demain, quand vous serez sur votre lit de mort, vous allez demander à votre RH si vous pouvez aller crever tranquillement. Putain, mais c'est fou. Mais en fait, ils ont peur. Oui, ils ont peur. Ils ont peur. Mais vivre dans la peur, c'est mourir. C'est être mort sans être mort. C'est être mort en étant un motif vivant. C'est un mort vivant en fait. C'est atroce. Je sais plus où on voit les stats sur LinkedIn, mais j'ai partagé notre dernier podcast où j'ai mis l'image là. J'ai fait mon plus gros score d'impression. Oui, mais pas d'interaction, pas de like, pas de commentaire. Il y a 3 commentaires. C'est toi, moi et un autre gars, tu vois, qui est là, qui a dit un truc. Alors qu'un post équivalent, bien lisse, bien neutre, sur le même score d'impression, tu as 50, 100 likes et des commentaires. Quand je dis des posts sur LinkedIn, mais c'est... Non, mais c'est nul. Non, mais pour moi, il y a des bons posts parfois, des trucs sympas, parce que c'est cool, c'est bien fait, mais il y a des trucs, tu sens, putain. Et puis c'est un réseau de ultra woke. Alors, il faut savoir que oui, c'est ultra woke et la tendance aujourd'hui, elle évolue cette tendance, elle est dans être plus de transparence et les gens veulent voir qui on est. Pour moi, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est qu'on en a marre du wokisme insupportable où tout le monde dit pareil et les gens se rendent bien compte que il y a des vraies vérités, tu vois. Donc ça, c'est le premier phénomène. Et le deuxième phénomène, c'est qu'on est sur un marché, la création de contenu, où on est de plus en plus concurrencé. Oui. Il y a tellement de monde qui débarque. Là, on a des Josiane et des petits Denis sur LinkedIn qui débarquent et qui nous expliquent la vie. Je sais plus, j'en ai parlé, c'est toi qui m'as partagé. Je crois que j'en ai parlé dans le dernier podcast, je sais plus. Où le mec, il explique, l'année dernière, il a fait un webinaire avec 1000 personnes et il a fait 20K. Et qu'il est le 2e en France à faire ça. Il est sérieux, quoi. Il est sérieux. Mais c'est ahurissant. Ouais. Ahurissant de sortir de ce genre de choses. Et où est-ce que je voulais en venir? Et oui, en fait, donc il y a un truc qu'on peut pas être concurrencé, c'est être nous-mêmes. Donc ça, on pourra jamais être concurrencé. Plus, en effet, on dit des trucs coquins, moins tu vas avoir des likes et compagnie. Mais plus tu renforces ta vraie communauté, les gens qui te soutiennent. Et je peux vous dire qu'on gagne bien plus d'argent comme ça, nous sur Instagram ou même sur YouTube à sortir des petites coquineries, que avoir 100 000 abonnés sur LinkedIn et dire oui, je suis passé de ça à ça, j'ai fait un webinaire, regardez comment j'ai fait des trucs bien. Oh bravo Denis, c'est génial. Et encore, c'est le moins pire. C'est le moins pire. Parce que franchement, tu sais ce qu'on dit là, le signalement de vertu, les leçons de féminisme, d'écologie et d'autres trucs sur LinkedIn dégoulinants, de bien-pensance, tout normalisé à la sauce 2024, c'est insupportable. Et les Denis qui valident en commentaire. C'est chaud. Hein. Ça a raison, sauvons la planète, ça a raison, les hommes sont méchants, il faut tous les enfermer. Putain, mais fermez-la. Mais c'est insupportable. C'est-à-dire qu'en plus, les gens, ils pensent même pas ce qu'ils disent. Et quand ils valident, ils pensent même pas à la validation. Une partie, mais je suis sûr qu'une autre, c'est parce que, il faut que je dise ça, c'est bien, là, je pense, honnêtement, que mentalement, tu es obligé de te raconter l'histoire pour pouvoir tenir. C'est obligatoire. Donc en fait, c'est simple. Quand t'as une vie de merde, c'est soit tu changes tes valeurs, tu vois, soit tu changes. Ça demande du courage. Voilà. Les gens n'ont pas de courage. Donc en fait, si tu changes. Moi, je pense qu'il y a des gens qui, tu sais, c'est comme boire t'as une petite cuillère d'huile de foie de morue, tu vois, ils ont du mal. Faut quand même que je le boive un peu parce que c'est bon pour la santé, tu vois. Je pense qu'il y en a qui font de la demi-validation, là, comme la demi-molle. La demi-validation. Ouais, mais. C'est-à-dire que je valide, j'y crois, mais pas trop. On me le répète suffisamment pour que je le fasse, mais quelque part, je sens que. Oui, je suis pas tout à fait sûr d'être dans la bonne direction, mais au pire, bon, comme tout le monde le fait, je le fais, tu vois.
L'heure tourne. J'aimerais terminer ce podcast avec quelque chose que je vais te faire écouter. Et on termine là-dessus. François Bégodeau. Donc d'abord, d'où vient le talent d'Mbappé ? Est-ce que Mbappé a vraiment du mérite avec le petit génie du football qu'il est ? Je veux dire, quand on regarde des vidéos de lui à 5-6 ans, je veux dire, ça lui est tombé dessus, cette aptitude-là. Hein, il a une aptitude au foot, il le sait. On arrête. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je connais pas la personne, donc je vais juste parler du propos. Pour moi, c'est un propos de gauchiste, parce qu'en fait, la valeur de droite. Alors nous, on est apolitique, on se positionne sur aucun parti. Je tiens à vous le dire. Moi, j'ai voté une fois dans ma vie, c'était après le coco, parce que ça m'a cassé les couilles. Toi, je crois que t'as jamais voté. Si, je votais quand j'étais jeune et étudiant. Et tu votais à gauche, j'y croyais. Non, j'ai voté à gauche quand j'avais 18 ans. Ouais. J'avais voté pour Noël ma mère. Excellent, très bon. Voilà, un petit dossier. Nono, c'était Nono la fumette. 2002. Tu voulais légaliser, c'est ça? Ouais, et c'est ça. T'écoutais Trio et Sinsemilia? Ouais, exact. Oh, Exact. Mon petit gaucho, t'as bien grandi. J'écoutais ça. Non, j'écoutais ça vite fait, mais bon, j'écoutais plus quand même Booba à l'époque. Et j'avais voté lui. Et en fait, je savais pas pour. Non, mais déjà, on vote. Tu fais voter des gamins de 18 ans. Oui. Mais allô, la putain de terre. Ah, oui. Donc 2022, j'avais quoi ? J'avais 19 ans. En fait, tu connais rien. Ils sont les programmes. Je vais lire les programmes. Mais qui lit les programmes ? On s'en bat les couilles. Est-ce qu'il va légaliser le touchy? Et Noël ma mère, il avait en fait, il a des propos de gauchistes mignons, sympas. Tout le monde y s'aime, tout le monde est beau, il est gentil. Et vu que t'es jeune, tu connais rien, tu fais il est bien lui. Alors à côté, c'est vraiment des gros enculés. Alors que lui, il est vraiment bien quoi. Donc j'avais voté lui évidemment. Après j'avais voté forcément Chirac parce qu'on n'avait pas voté pour le nazisme. El patron Chirac. Évidemment, la télé nous avait rincé là-dessus. Et puis après j'avais dit. Tu avais refusé le débat. Jacouille. Il avait refusé ? Oui. Ouais. On ne débat jamais avec l'extrême droite, Fabien. Tu n'es pas au courant ? Oui. À l'époque, c'était quand même, c'était pas la même époque qu'aujourd'hui. Hein. C'est pas la même époque qu'aujourd'hui. C'était pas la même. D'ailleurs, je me souviens de mon père qui est vraiment un homme de gauche, mais qui est pas un gauchiste, qui pour lui, évidemment, on ne vote pas Le Pen, tu vois. Il était outré par le fait que les journalistes n'arrêtaient pas de dire, votez pour Chirac, votez pour Chirac. Il était outré. Et tu dis, c'est un homme droit. En fait, non, mais c'est les hommes de gauche qui n'existent plus. Hein. Ces hommes-là ont disparu. Complètement. Et du coup... coup... Donc le travail, historiquement, c'est comme une valeur de droite. Oui. La productivité, le capitalisme, etc. Et la valeur de gauche dans le travail, c'est la CGT, tu vois. Ouais. Donc c'est un pur discours de gauchiste qui a jamais travaillé de sa vie, c'est tout. Ouais, non, mais parce qu'en fait Mbappé, bien sûr il y a des aptitudes, mais si tu regardes le documentaire Netflix sur Beckham, moi le milieu du foot c'est pas un milieu que je connais beaucoup. Par contre le milieu du travail c'est un milieu que je connais très très bien, puisque mes parents sont entrepreneurs depuis très longtemps, ils ont eu des restaurants, des boutiques prêt-à-porter, et moi je travaille depuis que j'ai créé ma première société à l'âge de 18 ans. Donc le travail, ça me connaît, et je travaille énormément, je suis presque un workaholic comme on dit. Donc tu vois, la valeur travail c'est un truc qui me parle, donc faut pas trop aller me chercher là-dessus. Et donc du coup, Beckham est un pur produit du travail de son père. Son père l'a tanné, pareil, comme Mbappé, à 3 ans, 4 ans. Foot, entraînement, match. Il prenait le caméscope à l'époque. Un caméscope, faut se remettre à l'époque. Un caméscope, ça coûtait cher, c'est pas comme un smartphone aujourd'hui. Il filmait les entraînements, il faisait des bilans, etc. Il avait plus de 1000 matchs enregistrés en vidéo. À partir de quel moment t'es frappé par la foudre du talent? Il faut vraiment t'un teubé pour dire un truc pareil. Alors, peut-être qu'il est brillant sur plein d'autres sujets, mais pour le travail, laisser faire les entrepreneurs, c'est toujours mieux. Moi, je le connais pas, mais c'est sûr que il est pas intelligent. C'est pas possible. Tu peux pas dire ce genre de choses. Je sais pas, c'est une phrase à la con, donc j'en sais rien. On peut pas juger sur l'entièreté, mais non, mais dire est-ce que Mbappé en gros mérite là où il est aujourd'hui? Et ça lui est tombé dessus le talent. Mais des gamins comme Mbappé, il y en a plein. Bien sûr. Enfin, ceux qui connaissent le foot, il y en a plein des gamins comme Mbappé. Après, on enchaîne plusieurs critères qui sont assez intéressants, mais qui sont pour moi toujours liés à, tu vois, il peut y avoir un 80-20, c'est-à-dire un 20% d'inné et un 80% d'acquis du travail. Quand tu vois la mère de Mbappé, c'est une entrepreneuse de dingo, c'est une grande négociatrice, c'est quelqu'un qui ouvre sa bouche, qui est une grande communicante, qui va signer les trucs. Donc lui, c'est un bosseur, et visiblement, il a du talent, mais je suis pas assez calé en foot pour le savoir, mais il a surtout beaucoup travaillé et il a accumulé aussi les ressources positives autour de lui, et ce qui est clairement pour moi une démarche capitalistique du travail. C'est-à-dire en fait, tu apportes de la valeur sur le marché, tu es présent régulièrement en train de travailler, en train d'améliorer, etc. et tu cumules en fait les points positifs. Tu as une communicante, tu as une négociatrice, tu gères des marques, tu crées un écosystème qui apporte tellement de valeur,
et même toi-même intrinsèquement, t'as bossé tout le temps et t'es toujours là au rendez-vous, forcément, sur le marché, à un moment donné, c'est rendu. Voilà. Et puis après, sur le talent, il y en a toujours un petit peu, évidemment. Oui, C'est il la en faut du discipline talent. qui fait la différence. Un mec qui est talentueux et qui a pas cette discipline et cet entourage, il fait rien. C'est comme les mecs qui sont à la NBA, qui ont une carrière qui est très courte, ils ont gagné beaucoup d'argent et à la fin c'est des clodos. On a déjà vu ça. Je voulais retrouver un commentaire qu'on avait justement là-dessus, mais ah si, bah tiens, je tombe dessus à l'instant. Comme d'hab, le discours méritocratique dont on sait depuis au moins 50 ans que c'est pas comme ça que ça marche. Mais bon, les entrepreneurs qui réussissent ne savent pas toujours pourquoi ils réussissent. Donc autant dire que c'est uniquement grâce à eux. C'est quand même plus valorisant que parler de chance, de catégories socio-professionnelles des parents, de réseaux, donc voire d'argent, qu'ils ont hérité ou construit parce qu'ils ont eu accès aux bons espaces. Mais non, c'est juste qu'il a plus travaillé que les autres. Non, il y a plein de gens qui travaillent et ils réussissent pas. C'est injuste. Moralité, changer le monde, pas les gens. Non, ça aussi c'est une phrase de gros gaucho et évidemment j'ai aussi ça en commentaire, genre ouais mais les gens ils travaillent etc. Mais non, mais je travaille bien plus que la majorité des gens, mais beaucoup plus. Regarde, je parlais de mon webinar, chaque semaine je travaille de 21 en plus d'une journée normale, je travaille aussi le soir de 21h jusqu'à 23h, 23h30 plus le débrief jusqu'à minuit. Je travaille aussi le samedi matin jusqu'à l'après-midi. Je travaille aussi le dimanche, ça arrive également. Et ça fait 18 ans, 18 putains d'années que je fais ça. J'ai accompagné plus de 20 000 clients, encaissé plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'ai publié des milliers de vidéos, fait des programmes. J'en ai chié par tous les trous, excusez-moi d'être vulgaire. Évidemment que je travaille beaucoup plus que 99% des Français, c'est évident. Et si ça te gêne, va te faire foutre. C'est juste une observation. Et ensuite, bien sûr, il y a d'autres facteurs. Mais les trucs d'héritage, tout, c'est des conneries. Quand t'hérites d'un empire, je peux te dire que t'as intérêt à te lever très très tôt et à charbonner encore beaucoup plus pour être à la hauteur de ce qu'on t'a transmis et pour pas le cramer. C'est très difficile d'être une deuxième ou une troisième génération d'Arnaud que le patriarche du début. Parce qu'il faut être à la hauteur de tout ça et avoir les milliards et les gérer, etc. Et après, évidemment qu'il y a les facteurs chance, mais les facteurs chance sont exactement les mêmes pour les entrepreneurs que pour les autres, sauf que la chance te place là où la chance te trouve là où le travail te place. C'est-à-dire qu'en fait, le facteur chance augmente considérablement au fur et à mesure où tu proposes de nouvelles actions. Pour créer de nouvelles réactions. Si tu fais toujours la même chose chaque matin, il est évident que ton facteur chance va se réduire drastiquement. Et ensuite, c'est quelqu'un qui a jamais entrepris de sa vie qui dit ça, parce que 80% de tous nos projets sont des échecs et on le sait après a posteriori en étudiant le pourquoi du comment, les chiffres, j'en ai parlé avec les webinaires, etc. On sait là où ça cloche. Et ensuite, il ne reste plus une seule porte de sortie, c'est la réussite, parce qu'en fait, on a utilisé toutes les autres portes et on est capable de comprendre le pourquoi du comment. Et à un moment donné, ça fonctionne. Donc en fait, il faut profondément méconnaître et le travail et l'entrepreneuriat pour dire une chose pareille et être en plus un gros rageux qui n'a jamais travaillé sur lui-même pour en arriver à cette conclusion. Moi, mes grands-parents, pour finir là-dessus, il me reste quelques minutes, étaient alors côté français balayeur, côté mère, mineur, grand-mère, éleveuse de poules. Voilà. Je finirai là-dessus. Très bien. Très bien. Eh ben, écoute, on peut arrêter là-dessus. Bisous à tous. Bisous à tous. Un petit commentaire, un petit like, ça nous fait le plaisir, surtout sur vos plateformes de podcast favorites. Activez la cloche. Abonnez-vous. Oui. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui, pour parce que notre travail. Il faut que vous vous abonniez aussi sur les plateformes de podcast pour bien recevoir la notification, parce que on ne sait jamais si on peut être déclassé ou autre. Exactement. Au moins, vous aurez toujours la petite alerte pour vous dire que vous avez votre nouveau moment d'Aron du Bise pour aller écouter en voiture, aller marcher, aller faire votre sport, aller à la salle. J'ai rendez-vous avec la Gestapo bancaire dans 2 minutes. Il faut que je vous laisse. Bisous.